Une villa française. Ordinaire. Eh bien, je vous ai eu, il s'agit d'un trompe-l'œil. Poussez la porte de ce bunker nazi, devenu musée, et préparez-vous à un choc historique. À Saint-Nazaire, le grand blocos dévoile un pan méconnu de l'occupation nazie. Comment Hitler a-t-il transformé le port de Saint-Nazaire en une vitrine prestigieuse et en bastion inexpugnable du Troisième Reich? Quel secret incroyable se cache dans ce musée? Plongez dans cette vidéo captivante et découvrez comment un simple bloc de béton est devenu un témoignage puissant de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous dévoilerai le nom d'un U-boat qui a mystérieusement disparu en 1944. Et activez la cloche pour ne rien manquer de cette exploration unique dans le temps. Je voudrais remercier tous les abonnés. La dernière vidéo a fait plus de 6400 vues. C'est votre succès. Chaque vue, chaque abonné compte. C'est vous qui faites vivre mes vidéos. Vous êtes les meilleurs. Alors bienvenue au Grand Blocos. Alors on se trouve sur l'arrière du bâtiment du Blocos et on va rentrer à l'intérieur. Il faudra pour ça passer des murs de 2 mètres de béton armé. Avant de visiter le Grand Blocos, vous pouvez admirer un canon de 240 mm. Impressionnant, n'est-ce pas? En juin 1940, un armistice est signé à Rotonde. Saint-Nazaire, comme toute la Loire inférieure, fait partie de la zone nord-ouest occupée par les Allemands. En juillet 1940, le 280e bataillon d'artillerie est envoyé dans la région de Saint-Nazaire. Cette unité doit protéger le port et la Loire contre toute attaque maritime britannique. Elle s'installe dans 3 anciennes positions de la marine française. En 1930, la pointe de Saint-Gildas a été fortifiée par les forces navales françaises. La vocation stratégique de la pointe de Saint-Gildas est antérieure à la guerre 39-45. Les Allemands décident d'y implanter une batterie en remplacement de l'ancien système de défense français qui comprenait des canons de 75 mm ainsi qu'un poste de commandement. Il est important pour les Allemands de sécuriser ce périmètre car la pointe de Saint-Gildas constitue avec le Poitou à Saint-Brévin l'un des éléments de défense du port de Saint-Nazaire à partir de la côte sud de l'estuaire. En décembre 1941, c'est 2 batteries supplémentaires qui sont ajoutées, l'une au sud à Préfaille et l'autre au nord à Bas-sur-Mer. Ces 2 batteries sont armées du canon de 240 mm dont je vous parlais tout à l'heure. La 4e batterie, affectée à Bas-sur-Mer, devra bloquer l'accès nord de la Loire et combattre tout navire de guerre voulant opérer un débarquement sur la plage de la Baule. Dès leur arrivée en 1941, les artilleurs de marine de la 4e batterie s'installent autour du moulin du Carmoisin. L'organisation TOT a construit un véritable camp retranché pour recevoir 2 aires de tir dont les canons sur rail sont raccordés directement à la voie ferrée de Bas-sur-Mer, le Pouliguen. Les artilleurs sont jeunes, leur principal souci est de ne pas se faire remarquer. Pour éviter l'envoi sur un front moins calme, pendant les années de guerre, ces artilleurs fréquentent les nombreux cafés de Bas-sur-Mer et du Carmoisin. Ils effectuent des surveillances jour et nuit et s'entraînent au tir. Bien que les canons de 240 mm soient impressionnants, vous n'allez pas me croire quand je vais vous dire qu'ils se servaient d'obus de la Première Guerre mondiale, du coup ils n'étaient pas précis et pouvaient tomber à plus de 100 mètres autour de la cible. Imaginez-vous à bord d'un bateau à 18 km près de la côte, vous seriez alors à portée de tir de ce canon. Nous sommes le 28 mars 1942. C'est la première fois que les canons sur voie ferrée entrent en action. Les commandos britanniques mènent un raid sur Saint-Nazaire. Mais en s'échappant, ils sont bombardés par les batteries côtières et le tir s'avère inadapté. Car très peu de vedettes sont coulées. Le système défensif va encore s'étoffer car les Canadiens débarquent à Dieppe en août 1942. Les vieux canons sur voie ferrée doivent être remplacés. La batterie va recevoir 4 canons Skoda de 305 mm. Et devinez quoi, ces gros canons ne seront jamais livrés. C'est bien beau d'installer des canons, encore faut-il pouvoir diriger leur tir. La construction d'un poste de direction de tir est donc décrétée durant le 2e semestre de 1942. Le Grand Blocos est donc installé sur le promontoire rocheux de la Dilane. Les premiers travailleurs qui mettent en place le squelette métallique du bunker, avec 125 tonnes de fer quand même, ils sont relayés par une centaine d'ouvriers travaillant pour l'entreprise allemande Zollner. Il faudra ensuite 27 heures, rien que ça, pour couler le béton liquide. Cet ouvrage de 25 mètres de long, une hauteur maximale de 17 mètres, a nécessité 1800 mètres cubes de béton. Son espace intérieur est de 285 m². En février 1943, il est camouflé en grosse villa. Tout est fait pour que ce poste de commandement se fonde dans le paysage. On est ici devant ce mur d'angle destiné à donner un aspect carré au Blocos, sur lequel on a repeint des fenêtres en trompe-l'œil, il y en avait 31. Alors c'est un mur en briques qui a été recouvert de crépi et ça a été fait uniquement de ce côté-là qui était visible de la mer.
Un double faux toit est construit, des rambardes sont ajoutées sur les escaliers d'accès et même des faux balcons sont mis en place devant les visières. Une fois terminé, le blocos est occupé par 21 marins. Comment pouvait fonctionner un tel ouvrage? Vous imaginez bien qu'il fallait un personnel technique, au moins un officier de tir, 2 observateurs, un chronométreur, un technicien au télémètre et un homme pour effectuer des corrections de parallaxe. Le grand blocos peut vivre en totale autarcie grâce à ses portes étanches ainsi qu'à son air filtré. Alors on est ici dans le sous-sol du blocos, c'est là qu'était installé bien à l'abri le système de ventilation qui permettait de prendre de l'air de l'extérieur, de le filtrer et ensuite de le répandre dans le blocos. Contre toute attaque aérienne, le grand blocos est protégé par 6 canons français anti-aériens de 75 mm. Le blocos est protégé côté mer par une petite falaise de plus de 10 mètres de haut, ainsi que par une rangée de barbelés et de chevaux de frise. L'accès côté terre est protégé par 5 Tobruk pour mitrailleuses. Le grand blocos est érigé sur 5 niveaux. Les 3 niveaux supérieurs pour l'observation, le premier étage pour le traitement des données, le sous-sol abrite la partie vie. Nous allons maintenant retrouver Luc au dernier niveau pour qu'il nous montre un télémètre, mais pas n'importe quel télémètre. Ici, dans la partie la plus haute du blocos, la 3e visière d'observation, au-dessus de nous, une dalle de 40 tonnes de béton qui repose sur 4 petits piliers. Alors c'est là, bien à l'abri, qu'était installé le télémètre. C'est la pièce maîtresse du bâtiment. Par triangulation, elle donne la distance d'un objectif. Là, pour le coup, c'est des navires en mer. Alors ce télémètre devait en fait donner la position des navires pour guider ensuite les canons installés 500 mètres derrière qui tiraient sans visibilité. L'intérêt, on voit parfaitement les navires au large sur l'océan. Par contre, les canons 500 mètres au ras du sol derrière restent totalement invisibles. Vous pouvez admirer au grand blocos une scénographie avec des mannequins géants qui témoignent de la vie quotidienne des soldats. La pièce du commandant pouvait servir à la livraison des courriers de Noël. Wie grün sind deine Blätter, du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter, du grünst nicht nur zur Sommerszeit. Alors dans cette pièce, à l'époque, pouvaient dormir 9 marins allemands sur des libanettes. On a basé la scène au moment de Noël 44 et c'est pour ça qu'une infirmière, comme on l'a vu dans les images d'époque, vient apporter des petits cadeaux qui ont été faits au foyer des soldats à La Baule. On a même reconstitué un cadeau ouvert ici où on voit la carte postale de la poche, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, on a vu d'après les images, du chocolat, de boîtes d'allumettes, des gâteaux, etc. Wie grün sind deine Blätter, du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. O Tannen. Les Allemands ont définitivement fermé l'accès de la voie aux Alliés. La chute de la France, en mer du Nord, offre des possibilités aux sous-marins allemands. Ils quittent leur base et raccourcissent leur trajet de 450 000 pour rejoindre leur terrain de chasse favori, l'océan Atlantique. 5 bases sous-marines sont donc construites. La base de Saint-Nazaire est la seule à pouvoir accueillir des grands cuirassés. La base sous-marine est une véritable mini-ville. Elle est bâtie sur l'ancien carré de la transatlantique qu'il fallait assécher. En effet, la compagnie générale transatlantique exploitait des lignes régulières pour le Panama et le Mexique, construite en 16 mois seulement à partir de début 1941. Elle contient 14 alvéoles et elle pouvait recevoir 20 sous-marins en même temps. 2 flottilles de sous-marins type 7 sont basées en Saint-Nazaire, la 7e flottille venant de Kiel dès janvier 1941 et la 6e de Danzig à partir de février 1942. Elle mesure 300 mètres de long pour 150 mètres de large. Tenez-vous bien, il a fallu 450 000 mètres cubes de béton pour la construire. Sa hauteur de toit peut atteindre jusqu'à 8,75 m. C'est des services démultipliés. La base est composée de 62 ateliers techniques, 97 magasins de stockage, 92 chambres pour les équipages, 20 stations de pompage, et c'est pas fini, 4 cuisines, et pour terminer, une salle d'opération. La base sous-marine sert aussi à réparer et assurer la maintenance des sous-marins. Ce qui étonne, c'est que ces bases sous-marines s'est construite en plein soleil, sans se cacher et devant les habitants de Saint-Nazaire, tout le temps sans que les Anglais interviennent, surtout que la résistance française avait prévenu les Alliés de la construction de la base. Les ouvriers étaient corvéables à merci, il fallait pousser des wagons de 32 tonnes. La base sous-marine est un lieu où l'on comprend jusqu'à quel point la logique totalitaire peut aller dans l'expression de ses objectifs les plus
démesurée. Pour construire cette base sous-marine, les Allemands ont prévu un plan ingénieux. Premièrement, arrêter tous les travaux de chantier public dans le département. Deuxièmement, réquisitionner toute la main-d'œuvre qualifiée. Ce que vous ne savez pas, c'est que les Espagnols qui ont fui les guerres civiles et la dictature de Franco se sont trouvés enrôlés par le régime de Vichy pour servir de main-d'œuvre sur les chantiers des bases sous-marines. Écoutons le témoignage d'Antonio Géné, un Espagnol qui était justement sur le chantier de Saint-Nazaire. Au début, j'étais maçon, c'était dur. Remplir les wagonnets à la pelle, construire les énormes piliers, ferrailler, couler le béton. Nous étions supervisés par les Allemands. Certains étaient de vraies saloperies. Tout le monde travaillait pour la base sous-marine à Saint-Nazaire pour les Allemands. Vous, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous participé à l'effort de guerre du Troisième Reich ou auriez-vous rejoint la résistance à Londres? J'attends vos réponses dans les commentaires. Alors, le nom de ce fameux sous-marin dont je vous parlais, c'est le U-455, qui a disparu et qui était basé à Saint-Nazaire. Allez au Grand Blocos, vous avez une salle d'exposition consacrée à ce sous-marin. Je tenais à vous dire que c'est grâce à vous que mon aventure YouTube prend tout son sens. Alors, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour partir pour de nouvelles aventures. Ciao, à une prochaine vidéo.